Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Geek. Alors aujourd'hui on va inaugurer un nouveau format et pour cela je suis là où je vous fais vivre pas mal d'avant-premières assez régulièrement au Grand Rex. Et donc pour ce nouveau format c'est des interviews, on y va. Bonjour Monsieur Hellman, alors aujourd'hui on est dans votre bureau et merci pour votre réception. Avec plaisir. Ici c'est un temple du cinéma. Le Grand Rex c'est aussi l'histoire de votre famille depuis 1947. Donc vous en êtes le président. Donc du coup ma première question c'est quand vous avez décidé de porter cet héritage? Je pense qu'il a été depuis tout petit. Je viens d'une famille assez traditionnelle où ma mère me répétait petit, quand tu seras grand, tu reprendras les affaires de ton père. Seulement, j'ai grandi, puis j'étais pas du tout. J'avais pas envie de ça. J'avais envie d'être sportif professionnel, d'être snowboarder professionnel. Et mon père m'a dit au bout d'un moment, bon, bah, t'es gentil, tu vas revenir aux études. C'était après le bac, bien sûr, j'ai tout donné, mais ça n'a pas réussi. Donc j'ai repris les études professionnelles, j'ai fait mes premiers boulots à gauche, à droite, et puis à un moment je me suis quand même intéressé à l'héritage familial, où j'ai commencé un peu avec lui à comprendre déjà UGC, parce que c'est un des fondateurs du GC, et puis après le Rex. Et en fait quand je suis arrivé au Grand Rex, c'est le seul endroit où je me suis senti bien depuis que j'avais commencé à travailler, et où je voyais un potentiel énorme à faire évoluer en fait. Il y avait eu un retard sur les aménagements, il n'y a pas eu de travaux depuis un moment parce qu'il y avait tout un grand projet de mon père où il voulait faire un multiplex en rachetant des immeubles à côté, ça s'est pas fait, donc il y avait eu de retard. Et puis je voulais en faire l'endroit emblématique des avant-premières, comme il est aujourd'hui. Avant, quand j'ai commencé à travailler ici, on est dans les années 2007-2008, il y avait énormément d'avant-premières sur les Champs-Élysées. Plus belle avenue du monde, donc ça peut se comprendre, mais on avait, enfin moi depuis toujours, je sais que c'est le plus beau cinéma du monde, et je ne comprenais pas pourquoi la majorité des avant-premières n'étaient pas là. Donc ça a été mon plus grand défi, c'est de tout ramener ici, ce qui est assez vite réussi, puisque je crois que dès l'année 2012, on avait quasiment tout ici. Et puis après, mon père meurt en fin 2010, et c'est de se dire où est-ce qu'on veut amener ce bâtiment extraordinaire, qui est effectivement le temple du cinéma, du spectacle aussi aujourd'hui. Et surtout comment le faire perdurer dans le temps pour pas que, comme tous les grands cinémas dans le monde, en fait, ils soient détruits. Voilà la mission. Il y a eu des grands travaux de rénovation qui ont été notamment inaugurés lors du 90e anniversaire. Et je m'en souviens, il y avait la maire de Paris qui était venue et tout. Justement, quelle a été cette vision concernant la rénovation? Pourquoi avoir, d'une certaine manière, choisi de revenir aux origines et pas se dire, ben, on va faire un bond en avant vers le futur? Je pense qu'il y a une ligne directive à avoir, c'est qu'effectivement, on a un bâtiment historique, art déco. Donc ça, il faut garder ce style, mais en même temps l'amener dans la modernité. Donc comment on lie les deux? Il y a eu énormément de changements sur ce bâtiment depuis plus de 90 ans. Mon père en a amené énormément dans les années 70 déjà, en construisant d'autres salles dans les lieux annexes du Grand Rex. Il faut savoir qu'à l'origine, vous aviez un chenil, un poste de police, une infirmerie. Tout ça était tout ce qui existait comme service à l'origine, à l'ouverture du Grand Rex en 1932. Bien sûr, les années passent et ces services ne sont plus d'actualité. Et puis, il y a tous les cinémas, la concurrence des cinémas qui se fait de partout. Donc, d'avoir une salle, un mono-écran, c'est compliqué. Dans les années 70-80, il y a de plus en plus de films qui arrivent. Et donc, ils décident de faire d'abord 2 nouvelles salles, puis après 4 autres, ce qui fait qu'on en avait 7. Puis, il y a aussi le Rex Club qui est arrivé. Et il y a le changement de la façade, comme on en a parlé.
c'est la modernité, justement, à l'époque, c'est d'amener plus les lignes rouges et les néons. C'était surtout la grande mode des néons. C'est aussi, il faut savoir que les technologies, à l'époque, comme on le revoit aujourd'hui, il y a plus de 1000 ampoules sur la façade du Rex, mais il y a un moment où on sait très bien que les ampoules, ça ne tenait plus. Donc il a fallu changer le style et les technologies. Aujourd'hui, pour les 90 ans, en fait, ça s'est fait, c'est pas moi du tout qui ai pensé, ce sont les architectes qui m'ont été présentés pour la rénovation de la façade et qui ont eu cette idée en me créant un dossier de plus de 70 pages qui m'a tellement convaincu, c'était de revenir aux origines de la façade du Grand Rex, qui donc était beaucoup plus dorée, comme on le voit aujourd'hui, des couleurs crème. Et je trouve que ces couleurs aujourd'hui sont très très belles. Et ce que j'ai voulu en plus, c'est surtout la nuit, toutes les lumières qui ont été mises sur cette façade, où j'ai clairement dit je veux une façade très instagrammable. Et je trouve qu'aujourd'hui, là d'ailleurs, la façade de nuit est plus belle que de jour. Ce que les techniciens ont réussi à en mettre en lumière, cette façade, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est vrai que ça, c'était 2 ans de travaux. Et puis, on a énormément de travaux depuis... j'ai commencé en 2015. Faut savoir qu'il y a eu des années difficiles au Rex où on gagnait pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on en gagne beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est cette envie de toujours rénover et faire que ce lieu soit magnifique de l'extérieur, donc de la façade, mais jusque toutes les installations, vous allez à l'intérieur jusqu'aux toilettes. Et puis ça s'est accéléré pendant le Covid, on a fait énormément de rénovations jusqu'à aujourd'hui, je ne le cache pas. Je le dis, je pense que c'est plus de 20 millions d'euros de rénovation de ce lieu, c'est énorme. Mais on voit que plus on rénove, plus ça amène du monde, parce que le bâtiment est beau, et plus le bâtiment vit. Là, très prochainement, je vais d'ailleurs en parler sur les réseaux sociaux très prochainement, on va refaire tout le hall du Grand Rex. On a fait donc l'entrée, la caisse principale avec des matériaux très nobles, mais une fois que vous passez la caisse jusqu'aux toilettes de l'orchestre, tout ça est très ancien, à part le bar qui avait été refait en 2015. Mais là, on casse tout. Il va y avoir 2 mois de travaux pour... alors là, quand je vous dis que ça va être magnifique, ça va être magnifique parce qu'il y aura même tout un mur d'albâtre rétroéclairé, un bar en laiton martelé. Enfin, là, on va passer vraiment à un niveau vraiment supérieur. Mon envie, en fait, voilà, quand on parle de vision, c'est que ce lieu soit exceptionnel. Chaque recoin que vous regardez soit incroyable. Bien sûr, après, il y a les technologies et les salles. Nous, nos salles, il y a la grande salle qui est effectivement unique. Les autres salles n'ont rien d'exceptionnel. On est enclavé entre les murs de Paris, on ne peut pas les étendre, on ne peut pas avoir des écrans de plus de 20 mètres comme beaucoup de salles, surtout en extérieur de Paris ou en province. Donc c'est de rendre chaque salle très accueillante, très chaleureuse avec un style différent. La salle Infinite qu'on a refait dernièrement qui a un style complètement à part et qui amène beaucoup de personnes, surtout pour les locations d'entreprises ou les locations d'événements, avant-première, séance de presse. Avant de refaire cette salle Infinite, je n'avais jamais de demande de projection de presse. Maintenant, il y en a énormément qui arrivent ici. Donc, c'est important, c'est beaucoup d'investissement, mais pour amener beaucoup de business derrière. Et surtout, avec un style unique qu'on ne retrouvera nulle part. On va revenir justement sur votre parcours, votre jeunesse, et notamment il y avait quelque chose qui m'a interpellé à Cult & Geek, parce que voilà, c'est la culture et aussi un petit peu le côté geek. J'avais entendu dire que vous avez été champion du monde de jeux vidéo. Ouais. Donc j'aimerais vraiment en savoir un peu plus. Ah, c'était bien longtemps ça. Bah, j'ai toujours été un grand passionné de jeux vidéo, je pense comme tous les garçons, hein, ça on va pas le dire. Mais puis à un moment, ça a été pendant mes études supérieures que j'ai réussi à passer quand même. Mais c'était un dérivé de Counter-Strike qui s'appelait Day of Defeat. C'était un Counter-Strike mode Seconde Guerre mondiale et qui a explosé à ce moment-là. Et je me suis mis à fond et je pense que j'avais entre 10 heures et 12 heures d'entraînement par jour sur l'ordinateur, sur le PC. Et effectivement, petit à petit, j'ai monté les échelons. Il y avait une équipe, les SKFR, je m'en rappelle à l'époque, qui était la première française. Et il y avait les matchs internationaux d'équipes qui se sont faits et qu'on avait gagnés. Donc effectivement, très fièrement, j'avais dit que j'avais été une fois champion du monde d'un jeu vidéo. Voilà, c'était très sympa. Ah, mais c'est cool. Et puis en même temps,
Ça explique aussi grandement toute cette vibe un peu geek qu'on retrouve à la fois dans la programmation, mais aussi dans tous les à côté, parce que dans les avant-premières, à chaque fois, il y a pas mal de gens, je me rappelle, juste pour en citer deux, trois comme ça, Sibelenko qui vient régulièrement avec tout ce qui est fait autour d'Harry Potter et Seigneur des Anneaux et autres, et que c'est super pour un cinéma d'avoir justement ce côté, on en donne pour toutes les communautés aussi. Ouais. Et on le revendique complètement, ça j'aimerais bien en dire un petit mot là-dessus. Donc effectivement, c'est complètement ça. C'est un cinéma de geek avec toutes les communautés qui vont autour des grandes franchises. Les grandes franchises, on les connaît, il y a Harry Potter, il y a les Star Wars, il y a les Marvel. Et il y en a une qui a fait polémique dernièrement, mais j'avais d'ailleurs parlé dessus très clairement, c'était sur tous les animés japonais. On avait vu beaucoup de journalistes prendre des vidéos, enfin reprendre des vidéos de gens qui étaient venus dans la salle, crier, parfois se déshabiller tellement ils étaient excités sur les fins de One Piece ou ce genre d'animé. Et en disant mais comment c'est possible, et puis toute la toile s'était enflammée en disant mais il n'y a que des débiles qui vont voir des animés au Grand Rex, alors que c'est une communauté extraordinaire et qui en fait se retrouvent et sont tellement excités entre eux que en fait ça se passe très bien et ils adorent ça. Le résultat est que quand One Piece était sorti en août, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, c'était One Piece Red, je crois. Ouais, exactement, One Piece Red. On faisait plus de 30% des entrées parisiennes, ça faisait au Rex. Donc si c'était tous des débiles et que ça se passait mal, on ne ferait pas autant d'entrées. Et il y a une vraie communauté et voilà, prochainement on va encore annoncer des grands moments autour de cette communauté pour qu'ils s'éclatent ici. Et c'est ça, il faut se retrouver, il faut chanter, il faut crier, il faut communier ensemble. Et c'est pour ça que la sortie des spectateurs au Grand Rex est complètement différente que dans les autres cinémas. Justement, autour de ça, donc, comme vous l'avez dit, au-delà du cinéma, c'est aussi des spectacles, des concerts, il y a les événements d'entreprise, il y a la magnifique féerie des eaux à chaque fois avec le Disney de fin d'année et puis parfois un autre dessin animé aussi. Il y a d'autres choses comme ça que vous souhaitez développer ? Alors ça, effectivement, aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale du Grand Rex. On est comme un couteau suisse, il faut s'adapter. On voit que dernièrement, il y a eu plein de creux dans le cinéma et le Grand Rex est surtout un cinéma où on veut voir des grands blockbusters américains. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc il faut, pour faire vivre cet endroit, il faut mettre autre chose. Donc les concerts, les spectacles, ça a commencé depuis longtemps. Les événements d'entreprise, ça se développe de plus en plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rénove énormément, parce qu'ils demandent une exigence quand même quand ils arrivent, importante. On a une boîte de nuit, on a un escape game, on a un musée. Il y a une envie de faire des concerts debout. Donc ça, c'est énormément d'investissement et de changement. Dans la grande salle qu'on est en train de regarder, et puis peut-être un restaurant sur le toit du Grand Rex aussi qui serait sympathique. L'idée d'un festival cinématographique, parce qu'il y a une histoire autour du cinéma pour le Grand Rex. Moi, j'y ai vécu mes plus belles émotions. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais mon premier film ici, c'était Oliver et compagnie en 88, donc ça remonte, avec la féerie des eaux. Et l'idée de faire un festival du film, il faudrait le créer. Alors il y en a eu, puisqu'il y a le Festival Fantastique, on s'en rappelle que c'était des grandes heures de gloire du Grand Rex où justement on parlait des animés japonais, mais là c'était un autre niveau où il se passait vraiment n'importe quoi dans la salle. Non, mon envie c'est plutôt qu'un grand festival de cinéma comme les Césars revienne au Rex. Il n'y a eu qu'une année où ils étaient au Rex. Aujourd'hui c'est un festival qui est assez politique, mais il mériterait que ça soit au Grand Rex, dans ce cinéma qui est non seulement considéré aujourd'hui comme il l'a eu le plus beau cinéma du monde, mais c'est la plus grande salle de cinéma au monde. Donc il faudrait que quand même, effectivement, on ait quelque chose d'important ici. On n'a pas les équipes pour construire quelque chose de nouveau, donc ça serait bien de récupérer quelque chose de très prestigieux ici. J'arrive à la fin de mes questions. Comme il y a une longue histoire avec Walt Disney, notamment ici dans ce cinéma, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une phrase de Bob Iger qui disait qu'il y a peu d'entreprises qui ont à la fois un passé légendaire et un avenir sans limite.
Et je trouve que ça vous correspond bien aussi. Donc du coup, pour l'avenir, c'est quoi? Dans la préparation, il y a, je pense, beaucoup d'avant-premières, beaucoup de choses qui vont venir, mais aussi l'idée de perpétuer, même au niveau de la famille, cette légende. Ça serait bien, oui, la famille, c'est toujours plus simple. On est un groupe, les gens pensent que c'est une entreprise qui appartient à un gros groupe comme Pathé UGC, alors que pas du tout, on est complètement indépendant. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait notre force dans notre rapidité de décision. Aujourd'hui, si je veux faire un événement ou quelque chose, ça prend exactement 5 secondes de décision, de dire oui ou de dire non. Et pas, ça ne remonte pas à plusieurs étages au-dessus. Donc ça, c'est important. Bien sûr, quand on se dit que c'est dans la famille depuis 3 générations, on espère que ça continuera. Il n'y aura surtout aucune pression sur aucun enfant ou sur les enfants de ma sœur, on en a aussi beaucoup. Mais s'il y en a un qui est, moi je pense que c'est quelqu'un qui a la passion et qui montrera qu'il a vraiment envie de faire vivre un lieu. C'est surtout ça, c'est faire vivre un lieu. Comme vous le dites avec la phrase de Bob Iger, mais moi je pense que ce sont les hommes qui font vivre les entreprises. Bob Iger est un génie déjà. Alors je ne vais pas du tout me comparer à Bob Iger parce que c'est quelqu'un qui a fait et refait ce qu'est Disney aujourd'hui en rachetant des sociétés mythiques et en les greffant à la marque Disney. D'ailleurs, on voit à quel point c'est leur force quand ils présentent leur line-up comparé aux autres distributeurs américains. Aujourd'hui, il y a un écart considérable entre eux et le deuxième. Donc c'est lui qui a tout fait. D'ailleurs, quand il avait quitté son mandat après 2019 et que l'autre président est arrivé, on a vu d'ailleurs la différence non seulement dans les chiffres, mais également dans comment était considéré Disney dans les yeux des gens. Et il y a eu une chute vertigineuse, c'est pour ça qu'ils l'ont rappelé d'ailleurs, pour faire remonter ce que c'était la société. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une vision, mais une vision très positive pour faire vivre un endroit. Moi j'aime juste cet endroit, effectivement, c'est chez moi, c'est la famille, mais c'est surtout, et je pense que ça se terminera bien l'interview, mais c'est que je suis un vrai geek, et vous l'avez bien dit, c'est qu'en fait je mets les programmes au Grand Rex que j'aime, et comme je suis un grand geek, je mets tous les trucs de geek, et en fait on se réunit comme une famille pour voir tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que... on se retrouve souvent. Voilà, exactement. Eh ben, merci Monsieur Hellman. Avec plaisir. Et puis merci d'avoir fait de ce temps de cinéma effectivement le plus beau cinéma du monde. C'est gentil, c'était reconnu en début d'année. Ouais. Il y a même Variety aussi qui a donné un autre titre. Ouais, un des plus cool, je crois. Un des plus cool du monde. Et vraiment un endroit riche en émotions. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est avec plaisir.